Voilà, je suis de retour. Il y a un problème d'emplacement de mon outil, ce qui a fait que j'étais obligé de couper et de me repositionner. Donc, vous qui êtes connectés, vous qui êtes connectés, connectez-vous et partagez dans les groupes et partagez à vos amis. Partagez dans les groupes et partagez à vos amis. Je suis de retour. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de vous connecter et partager. Merci de vous connecter et partager. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Le sujet à débattre aujourd'hui est très important pour que vous puissiez vous absenter. Nous allons discuter, dérouler deux thèmes très essentiels qui sont liés à l'actualité politique du moment. Et je voudrais que vous connectiez maximum pour participer s'il faut à cette émission qui pour moi est très importante. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous parce que ce qui se passe au pays est vraiment très, 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 très important. Et on ne peut pas louper le coach. On ne peut pas ne pas en parler. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions en parler. Salut, salut, salut Armand, comment tu vas? Bonjour. Oui, Jordan, bonjour. Bonjour à vous tous. Partagez la connexion, partagez la connexion. Partagez la connexion, on va pas à Bobo. Cette fois-ci, on va à Yopougon, 150, montez. Les prix ont diminué. Montez, 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 montez. Montez avec la monnaie, montez avec la monnaie. Salut, 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 salut à vous tous. Merci de vous connecter. Aussi partagez, partagez, partagez. Partagez parce que le sujet à débattre est très important. Et nous voulons conscientiser les Ivoiriens, nous voulons informer les Ivoiriens pour tout ce qui se passe dans notre pays afin que plus jamais nous puissions laisser notre pays dans la main des prédateurs, dans la main des individus pour l'orienter comme ils le veulent. Salut, 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 je t'imite Armand. Allez, montez dans le Baka, montez dans le Baka, montez dans le Baka. 75, ça a baissé, le prix a baissé. Montez, 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 montez. Montez. Je n'ai pas d'apprenti, hein. Je suis seul. Montez, montez. Montez avec la monnaie, montez avec la monnaie. Salut, salut, salut. DJ Adjoumani, mon frère, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va bien? Et je pensais que tu avais été nommé. Bon, on attend le prochain remaniement ministériel pour voir à quelle place tu seras. Et donc, on viendra avec notre curriculum vitae. Demander du boulot, te demander du boulot. Salut, salut, salut. Montez, montez, montez. Il y a beaucoup de choses importantes dans notre pays qui méritent d'être déroulées, de discuter, de parler. Donc, le thème essentiel, là. Il y a deux thèmes essentiels aujourd'hui pour cette causerie. J'ai voulu qu'on en parle et c'est très important. Je reviens auparavant pour vous parler du convoi qui est organisé sur Lyon, le convoi de la dignité. Le convoi de la dignité, c'est le convoi qui est organisé sur Lyon le 30 septembre, départ à 22 heures sur la haie. Ticket 40 € aller-retour. Départ à 22 heures chez Monique Berthelot, pour ceux qui sont à Lyon, pour qui connaissent Monique Berthelot, qui est non loin de la halle Tony Garnier. Départ à 22 heures, arrivée à la haie à 9 heures du matin. Départ de la haie à 17 heures, arrivée à Lyon à 4 heures du matin. Donc les tickets sont à vendre chez Monique Berthelot, chez Viviane Azo. Et donc vous êtes informés, toute la communauté lyonnaise et patriotes de Lyon, vous êtes informés pour le départ de la dignité sur la haie. Organisons-nous, regroupons-nous pour aller chercher nos illustres prisonniers, nos illustres otages de l'Occident. Je veux parler du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Donc,
Ça, c'était l'information au niveau de la région lyonnaise. Donc, nous vous demandons de vous organiser individuellement et de nous rejoindre et de passer l'information au niveau de Lyon pour le convoi, pour ceux de Saint-Étienne, de Grenoble, de Annemasse, pour tous ceux qui sont dans la zone, dans la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes. Vous pouvez appeler Monique Berthelot. Tout à l'heure, je vais vous communiquer leur numéro de téléphone afin que vous puissiez les joindre plus facilement afin de pouvoir prendre vos tickets. Je répète, les tickets de convoi sont à 40 € aller-retour. Sont à 40 € aller-retour. Nous ne sommes pas à Paris. Nous sommes à Lyon, très loin de Paris. Et donc, forcément, le prix du voyage sera différent de celui de Paris. Deuxième annonce, ce samedi, la jeunesse EDS organise un grand meeting au stade de Anono, c'est à la Rivera. Et au stade de Anono à la Rivera. Salut Monique, salut Monique, salut Monique. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est au stade de Anono, le grand meeting de l'EDS, la JEDS organise son meeting ce samedi au stade d'Anono, c'est à Abidjan-la Rivera. Tous les patriotes ivoiriens sont appelés à participer à ce meeting afin de remobiliser les troupes et de demander au gouvernement la réforme de la CEI comme il avait lui-même annoncé. Donc, je me permets de faire cette annonce afin de pouvoir mobiliser au maximum de jeunes Ivoiriens patriotes amoureux de leur pays afin de pouvoir converger vers la Rivera, au quartier Anono et de prendre part au meeting qui est organisé par la jeunesse de l'EDS. Par la jeunesse de l'EDS. Ainsi dit, nous allons partir directement au thème qui nous amène aujourd'hui à faire le direct. Nous avons... Salut frère. Salut la grande Monique, comment tu vas? Tu es quoi bas? Salut à toi, à ta position où tu es. Salut tous. Partagez. Maximum de likes. Et nous entrons dans le plein pot du sujet du jour. Le thème essentiel était le rassemblement de tous les Ivoiriens afin de faire obstacle au vol du peuple ivoirien. L'interpellation et la conscientisation des peuples ivoiriens afin que tous nous puissions prendre conscience que notre pays est en train de nous fuir. Notre pays est en train de nous fuir. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe qu'un village nommé Adjamé village, un village Achan, un village hébrié, veut être dans le viseur du pouvoir qui veut détruire ce village pour, dit-on, construire un pont. Et aujourd'hui, depuis hier et avant-hier, les étudiants sont volés, les parents d'élèves étudiants sont volés par des inscriptions farfelues du ministère de l'Éducation nationale. Dans ces 2 jours, les étudiants manifestent et ils sont tirés, ils sont gazés et ils sont tirés à balles réelles. Et la police utilise les munitions à balles réelles pour tirer sur eux. Et donc, nous allons parler de ces 2 sujets-là au niveau de Ouattara, au niveau du pouvoir. Et ensuite, nous allons parler de Alcide Djedje qui vient de confirmer sa traîtrise vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Depuis sa sortie, sa fameuse conférence de presse où il annonçait la création de son parti politique dénommé le Concorde ou la Concorde. Bon. Le con qui a la corde au cou. Donc, merci de prendre le direct. Mais bien avant, je vais vous présenter une vidéo de ce qui se passe dans ce temps-ci au pays, en Côte d'Ivoire. Notamment avec la population Achan. Avec la population Achan qui, dans ces 2 jours, pour des manifestations, sont gazés, sont brimés, parce que, voulant les déloger de leur village, manifestent et ces populations gazées par le pouvoir en place. Je vais vous montrer un aperçu de...
l'argent qu'ils décaissent. Vous êtes journaliste. Le président peut faire une faveur à quelqu'un. D'accord, il ne peut pas avoir de traces. Mais dédommager un peuple pour telle chose, nous, on dit, nous n'avons rien reçu, nos parents n'ont rien reçu. Et je le dis très fort parce que je suis né avant que Abidjan ne soit développé. Et salut Ebiaz, comment tu vas? Alors, cessez cette histoire-là. Vous, les journalistes, vous êtes cooptés pour dire la vérité aux gens. Alors, laissez les substitutions, les ceci, on dit on vous a dédommagé. Mais posez la question à l'État. Vous les avez dédommagés combien? Vous ne pouvez pas poser cette question. Et qui? À qui ils ont donné cet argent? Puisque nous, qui sommes héritiers, nous, on ne sait rien. Et c'est vous qui dites, oui. Salut, nous, frère. on a demandé d'aller aux deux plateaux parce qu'on était condensés. Et c'est une extension, monsieur. C'est une extension. Nous avons demandé à l'État de nous permettre Partagez, partagez, de partagez. nous étendre. Parce qu'on est étouffé. Alors, cessez de raconter vos ragots là. On vous a dédommagé. Salut, grand frère Koné, comment tu vas? Allez réveiller au fouet. Demandez-lui s'il a donné ses francs à quelqu'un. Où ils ont pris là? Ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné. On vous héberge, on vous fait tout. Mais vous voulez marcher sur nous. C'est quoi? On ne peut pas vivre tranquille. Alors arrêtez ça. Nous ne souhaiterons plus jamais entendre que vous les oubliez, on vous a dédommagé, on vous a donné vos parents qui sont là-bas, là, quand ils vont travailler, vous, on ne vous donne pas l'argent. Et nous, vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie. C'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. Et briller pas sur la lagune, on le tire. Vous avez envoyé les Angolas, envoyé tout le monde. Tu vas à la pêche, on te tire. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Ça, vous ne voyez pas. Hein? Où est la forêt? Vous dites, on mange à quelqu'un, on va planter manioc là-haut. Ça, vous ne parlez pas. Alors arrêtez de nous embêter comme ça. Nous souffrons, si vous ne voulez pas nous aider, ne nous aidez pas. Mais, de grâce, ne prêchez pas le faux. Pour dire à l'opinion publique ou bien à l'opinion internationale, pour dire que non, les élus ont été... Mais, prouvez, chez nous on n'a pas vu. Nos parents ne nous ont rien dit. Moi j'ai assisté à la plantation où on a fait le cimetière William Civil. Salut Noël. Vous savez comment ça a été pris? On donne 10 francs par arbre fruitier. 10 francs par arbre. S'il y a collaté, c'est 10 francs. Il y a capéier, 10 francs. Il y a cacaoyer, 10 francs. Oranger, 10 francs. Et puis, vous êtes là, on a dédommagé. On a dédommagé. Arrêtez ça. Bon, moi j'en ai fini. Vraiment, c'est un cri de cœur. Ça, c'est l'introduction du début de l'émission. Je pense que vous avez regardé avec moi cette vidéo du chef Achan du village ébrié d'Adjamé. Un cri de cœur, un cri de souffrance, un cri d'une tribu abandonnée par le développement. Quel développement? D'une tribu marginalisée, celle
qui a permis à son territoire d'être la capitale de notre pays. Aucune considération pour cette tribune. Aucune considération pour cette tribu. Je parle du peuple Hatchan, du peuple ébrié. Ce peuple-là qui a permis que Abidjan soit aujourd'hui notre fierté, au détriment de sa propre existence. Au détriment de sa propre existence. Dans ce développement, ils ont cantonné, ghettoisé ce peuple-là dans un coin et laissé à son sort. Aujourd'hui, pour un pont, on veut déloger ce peuple-là sans demi-mesure, sans avoir au préalablement discuté avec ce peuple-là, demander leur avis, voir comment on pourrait les reloger. Pour moi, de ma part, je pense bien que la politique est faite pour améliorer l'existence, pour améliorer la vie quotidienne d'un peuple, mais pas pour la mettre dans des problèmes. Pas pour la mettre dans des problèmes. Ce peuple, aujourd'hui, a été gazé parce que refusant ce fameux pont, dénommé 4e pont, qui fera, d'après les gouvernants, désengorger Abidjan. Désengorger Abidjan. Partagez, 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 je vous en prie, partagez au maximum. Partagez dans vos murs, partagez dans les groupes, partagez à vos amis. Je ne suis pas ingénieur. Je ne m'y connais pas en matière d'architecture. Je ne m'y connais pas en matière de pont et chaussée. Mais je fais un constat. Le pont qui va être construit doit sortir depuis Alokodjoro, sinon Mosikoro, pour s'étendre sur la rive vers le plateau. Dans toute mon imagination, dans toutes mes spéculations, je regarde. Je ne sais pas quelle incidence le village ébrié peut avoir dans la construction de ce pont-là. Je ne vois pas l'incidence que peut avoir le village. Pour ceux qui connaissent l'emplacement du village, quartier Dallas, communément appelé quartier Dallas, mais je ne vois pas. Parce que en face du quartier Dallas, il y a la tour administrative, la tour D qui est là. En face du quartier ébrié, je veux dire, il y a le camp policier, il y a la cité policière et il y a la tour D qui est là, qui est chose comme on appelle la tour administrative. De l'autre côté, on trouve la bibliothèque nationale et choses comme on appelle les archives nationales, pas les archives, comment on appelle le truc là, ça va me revenir, la bibliothèque nationale. Mais en face de la bibliothèque nationale, on va trouver le camp militaire et on va trouver la SODECI, c'est-à-dire la centrale d'eau qui distribue l'eau au niveau du plateau et du village ébrié, du côté de Saint-Michel. Mais au-delà, derrière cela, on trouve plein de choses. Il y a les rails qui passent. Et même, il y a la présidence même qui se trouve. Est-ce que dans cette construction, on doit dégager la présidence? On doit dégager la RAN? On doit dégager la bibliothèque nationale? On doit dégager la tour D pour accéder au village ébrié? Ou on a l'intention de pouvoir vendre ce village-là à autre chose? Parce que je ne vois pas, franchement, je n'ai aucune vision, je ne vois aucunement ce pont-là se déverser sur le village ébrié. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui connaissent, ils peuvent nous expliquer comment ces architectes-là pourraient faire cela. Mais ce problème de village ébrié, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps. Les premiers pouvoirs avaient dans le temps
voulu construire la voie triomphale. Ils n'ont pas pu le faire parce que dans toute chose, il y a les compromis. Il y a les compromis. Et cela s'est passé ici en France, où l'État de France, où la République, le gouvernement, d'autres gouvernements ont voulu construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La population s'est opposée. La population a dit non. Ils ont évoqué les raisons pourquoi ils ont dit non. Ils ont même fait un référendum. Le référendum a été positif pour ceux qui voulaient que l'aéroport soit construit. Mais les gens ont manifesté. C'est ça un État démocratique. Un État sérieux. Un État de droit. Mais Macron est venu, il a dit, on abandonne, avec Nicolas Hulot, on abandonne ce projet-là parce que ça met en péril non seulement la faune, la flore, mais également la population alentour, avec les bruits des avions, machin, tout et tout. Mais diantre, pourquoi quand c'est sur nos tropiques, quand c'est sur nos tropiques, on doit gazer des gens pour un projet qui n'a pas l'adhésion de tout le monde? On veut désengorger Abidjan. Parce que Abidjan est rempli. Abidjan a été rempli depuis 2002 au déclenchement de la crise, quand de nombreux Ivoiriens quittant le nord sont descendus massivement sur Abidjan. Mais la seule façon de désengorger Abidjan, c'est de construire. L'État doit prendre la responsabilité de construire des appartements dans d'autres villes pour amener les populations à quitter Abidjan et d'aller s'installer dans d'autres villes pour que Abidjan soit plus respirable et moins peuplé. Et moins peuplé, c'est parce qu'il y a plus d'hommes. Et donc Abidjan est vraiment chose comme on appelle peuplé. Pour chose comme on appelle désengorger Abidjan. Il faut décentraliser le développement. Le pont en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais on ne peut pas faire un développement sans l'assentiment des gens qui sont concernés. Même Bédié à l'époque, pour le 3e pont, mais ils ont discuté avec les habitants de Kouma et de Makori et ceux de la Riviera. Ils ont indemnisé des gens. Les gens sont allés prendre des terrains, ils ont construit ailleurs. Et c'est ainsi qu'ils ont détruit les logements de ces personnes-là afin de pouvoir acheminer le pont, les routes vers la Riviera pour établir le 3e pont. Mais diantre, pourquoi ce pouvoir-là se refuse d'entrer dans les discussions, dans les discussions avec la population ivoirienne? Est-ce que ce pouvoir veut nous dire que pour préparer la guerre, pour faire la guerre, la rébellion qu'elle a imposée à notre pays, ces gens qui dirigent aujourd'hui le pouvoir ont dû s'endetter avec des pays tels que le Maroc et leur concéder ces terrains, ces portions de terre en guise de rémunération aux aides que le roi du Maroc a apportées à ces gens-là. Et donc, le peuple ivoirien doit souffrir des contrats que vous avez signés pour venir détruire, pour venir tuer les Ivoiriens. Le peuple ivoirien doit souffrir de cela. À ce que je sache, l'autoroute du Nord, du côté de la route du Banco, il y a une cimenterie qui a été construite ici. Cette cimenterie appartient au Maroc, aux Marocains. Diantre, notre pays est vendu aux Marocains. Donc nous-mêmes, nous n'avons plus, on n'a plus d'existence dans notre propre pays. On n'a plus d'existence dans notre propre pays. Et la force républicaine, qui est les forces de l'ordre, sont commis afin de mater la population et briller la population à Tchad. Parce qu'elle manifeste, elle dit non au fait qu'on les déloge sur la terre de leurs ancêtres.
Seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire peuvent agir ainsi. Seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire peuvent agir ainsi. C'est ce peuple-là, Achan d'Adjamé, qui a donné le nom à la commune d'Adjamé, Djemé. C'est ces peuples Achan-là qui ont donné le nom à la ville d'Abidjan, Bidjan. Et vous allez les enlever sur leur terre ancestrale, là où sont enterrés leurs fétiches, là où ils font leur fête des générations. Vous allez les débarquer, les enlever sur cette terre-là, pour les déposer ailleurs sans demi-mesure, sans avoir au préalablement discuté avec cette population-là. Nous ne sommes pas dans un état no man's land. Avant que l'état de Côte d'Ivoire puisse être créé, il existait des tribus. Il existait des tribus en Côte d'Ivoire. Les tribus ont existé avant l'état en Afrique. Pour ce que je connais. Et chaque peuple vivait dans sa tribu. Les Bétés étaient dans leur tribu. Pour ceux de Gagnois, ils avaient leur région, leur village, leur monde. Abidjan appartient aux Hébriens. Abidjan a un propriétaire. C'est pas parce qu'on trouve la présidence de la République à Abidjan que Abidjan n'a pas de propriétaire. Abidjan est propriété d'un groupe ethnique tribal qu'on appelle les Tchamans, qu'on trouve à Bégéville, qu'on trouve à Djamé, qu'on trouve à Yopougon, qu'on trouve à kilomètre 17, qu'on trouve à Petit Bassam. Ces peuples-là sont les peuples qui sont originaires de ce territoire-là. On ne peut pas les déloger parce qu'on a la force républicaine avec soi. La République, elle est faite pour les habitants de ce pays-là. Trop est trop. Trop, c'est trop. Ce pouvoir-là agit comme des voyous, comme des délinquants. Trop, c'est trop. Vous avez détruit Kokodidanga, prétextant que vous avez indemnisé des gens à hauteur de 1 million. On n'avait jamais vu ça auparavant dans notre pays. Et chaque fois qu'il y a eu des démolitions des quartiers, les gouvernants d'alors, de l'époque, ont dû prévoir d'autres quartiers afin de reloger ces habitants dans un autre quartier et détruire ces habitations qui posaient problème au développement. À Djamé Mirador, il existait là un quartier et derrière il existait un autre quartier. Dans les années fin 70, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de construire des logements à Yopougon, Niangon principalement, et d'autres à Koumassi. C'est ainsi que ces personnes qui étaient à 13 villes Batanikro, des choses comme on appelle Arras, ont été déménagées à Koumassi. Et les quartiers, les anciens quartiers ont été démolis. Ils ont créé Arras 1, Arras 2. Au niveau d'Adjamé, Krendiabo, où se trouve le siège Yassikoji, il y avait une portion d'habitants là qui a été détruite. Ceux-là ont été envoyés à Niangon. Et c'est comme ça un État agit toujours avec sa population, dans l'intérêt de sa population. Diantre. Aujourd'hui, en 2018, des spécialistes du développement, des grands banquiers, des grandes institutions internationales, qui d'après eux-mêmes ont démontré qu'ils sont capables de gérer un pays. Aujourd'hui, au pied du mur, ils montrent toute leur incompétence. Parce que la gestion d'un pays obéit à beaucoup de critères. Il faut prendre en compte la sociologie du pays,
Il faut prendre en compte la culture du pays, il faut prendre en compte la philosophie du pays. On ne peut pas se lever un matin sous prétexte qu'on doit construire un pont sans avoir discuté au préalablement avec les habitants du lieu, de ces lieux-là, vouloir les déguerpir et donner des raisons farfelues disant que ces gens-là ont été indemnisés. Et il se trouve des Ivoiriens qui soutiennent cette bêtise. Il se trouve des Ivoiriens qui soutiennent cette bêtise sur lesquels tous les Ivoiriens doivent faire un bloc. Mais dans quel pays au monde il n'y a pas ce genre de truc-là? Au contraire, ça rentre dans le patrimoine de la culture. Ça rentre dans le patrimoine culturel. Ce village qui a donné son nom à la commune d'Adjamé, ce village devrait être protégé, embelli et faire en sorte de le conserver où il se trouve, afin qu'un jour il puisse être dans le patrimoine culturel mondial à l'UNESCO. Mais que non, il faut détruire ce village-là parce qu'on doit faire passer un pont. Dieu seul sait si ce pont-là un jour ne sera pas payant. Un pont payant comme celui de la Riviera. Dieu seul sait s'ils ne vont pas nous emmener encore dans des problèmes de péage sur ce pont, pour ce pont. Parce que ce pont sera financé par des fonds extérieurs. Ce pont sera financé par des institutions, des prédateurs qui viendront faire payer des ponts en pleine ville. Où est-ce qu'on a vu ça? Dans quel pays on a vu un pont en pleine ville? On paye pour passer. Ça, c'est pas pour créer un embouteillage. Et c'est ce qui se passe. Malgré la présence du pont, du troisième pont, mais à partir de 18 h, un embouteillage monstre. Parce que les gens n'ont pas les moyens d'emprunter ce pont-là, parce qu'il faut payer aller-retour. Parce qu'il faut payer ce pont-là aller-retour. Ici en Europe, les gens ont fait les autoroutes payantes. D'abord, en le faisant autoroute payante, on crée une société des autoroutes de France qui, eux, vont sillonner ces autoroutes-là afin de pouvoir les remettre à neuf quand ils ont une difficulté. Mais c'est seulement aux sorties des villes. Mais là, on construit un pont et puis on dit pour payer, pour passer s'il faut payer. C'est tout. Qu'est-ce qu'on prévoit? C'est sur le pont là seulement qu'on doit gérer? Non. On ne peut pas faire un pont, on peut pas faire un péage sur un pont en pleine ville. Wobrou. Ce n'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Et aujourd'hui, comme ils nous l'ont dit, la Côte d'Ivoire va étonner. Et la Côte d'Ivoire étonne. La Côte d'Ivoire étonne. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. On se lève un matin. Le monsieur là, ce pouvoir aujourd'hui en place, ils sont venus avec un projet. Tout le monde connaît le projet qu'ils ont présenté aux Ivoiriens. Tout le monde le sait. Mais on a comme l'impression qu'ils tirent de partout. Un pouvoir amateur. Ils font ça aujourd'hui, communication. Ils font ça demain, communication, machin. Mais ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. Quelle est l'urgence pour l'Ivoirien aujourd'hui? On s'assoit, on parle, on débat, on trouve les solutions et ensuite on exécute. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour l'Ivoirien? Des femmes ivoiriennes vont accoucher et meurent à l'accouchement. C'est l'urgence pour les Ivoiriens. Comment améliorer les soins à l'hôpital? Comment manger? Comment travailler? Et quand vous aurez réglé ce problème-là, alors vous avez créé des conseils généraux et des conseils régionaux, n'est-ce pas? Laissez le soin aux conseils généraux, aux conseils régionaux de choisir des pans de projets qui sont importants pour leur région. Gbagbo, pour désengorger Abidjan, a voulu reconstruire Yamoussoukro. Il avait même commencé.
Mais il n'est pas venu s'imposer à la population de Yamoussoukro, les Nananfo et les choses comme on appelle. Il a discuté avec la chefferie. Les gens ont discuté jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un terrain d'entente parce que la population de Yamoussoukro évitait que Yamoussoukro soit comme Abidjan. Vous ne savez pas ça? Vous ne saviez pas ça? Gbagbo a discuté avec la chefferie de Yamoussoukro. C'est comme ça quand on dirige un pays. On dirige les hommes. On est venu pour les hommes. Mais apparemment, vous êtes venu pour vous remplir les poches. Vous êtes venu au pouvoir pour vous remplir les poches. Et c'est pourquoi le titre de mon speech est très révélateur. Je demande, même aux frères du RDR, qui se sont fait berner par ce pouvoir, de se ressaisir, de se mettre ensemble avec tous les Ivoiriens. Pour moi, un bloc pour chasser ces voleurs-là du pouvoir en Côte d'Ivoire. Rassemblons-nous comme un seul homme. Rassemblons-nous comme un seul homme pour chasser ces voleurs-là du pouvoir. Ce sont des voyous. Comment un ministre de la Défense, il arrive à Bobo, lors d'un meeting, il ose dire à la face du monde, si des policiers ou des gendarmes vous fatiguent, vous dites que je suis le frère ou la mère d'Ahmed Bakayoko. Et il aura son propre chose comme on appelle. Ça, c'est quoi ça là? C'est des dirigeants ça là? C'est des gens que la Côte d'Ivoire a formés pour diriger la Côte d'Ivoire ça? Pour opposer la population avec les forces de l'ordre, contre les forces de l'ordre, pardon. Les forces de l'ordre, ils sont là pour la sécurité. Et celui qui se reproche quelque chose, normalement, il doit rendre compte à la justice. Pourquoi Abobo doit faire une exception? Et chose bizarre, les frères, chose bizarre. On peut casser tous les quartiers. Mais pourquoi on ne va pas casser Abobo qui se trouve dans la boue là? Abobo là, qui est constitué de quartiers anarchiques et archaïques, des cours communes. Pourquoi là-bas on ne casse pas? Là-bas, ce n'est pas Abidjan. Pourquoi on ne casse pas à Bobo? Ils voient un quartier qu'on appelle Zimbabwe, et des choses comme on appelle Zimbabwe ou Jamaïque. Les gens fument la drogue, ils vendent la drogue là-bas. Ils ne sont pas capables d'aller là-bas. Ils ne sont pas capables d'aller là-bas. Pourquoi? Et aller emmerder le pauvre peuple Atchan. Un peuple fier, un peuple debout, qui s'est sacrifié, s'est tant sacrifié pour le développement de notre pays. Ce peuple-là s'est sacrifié, a laissé des terres à l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de notre pays. Pourquoi c'est ce peuple-là qui va être aujourd'hui la risée de ce pouvoir-là? Et ils ne sont pas, et on ne les permet pas d'exprimer leur opinion à la télévision ivoirienne. Frères, rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Ne laissons pas notre pays dans la main de ces prédateurs. La Côte d'Ivoire nous échappe. Que tu sois ivoirien de père, que tu sois ivoirien de père ou de mère, ou de père, que tu sois ivoirien d'adoption, que tu sois ivoirien naturalisé, toi qui te sens concerné par la Côte d'Ivoire, venez nous rejoindre dans ce combat-là. Venez nous rejoindre dans ce combat-là. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de ses enfants. La Côte d'Ivoire n'a plus que jamais besoin de ses enfants. Ne lançons pas ce peuple-là seul à son sort. C'est pourquoi il va falloir vous déplacer massivement au meeting de l'EDS. Il va falloir vous déplacer massivement au meeting de l'EDS. La Côte d'Ivoire nous échappe. Toi qui te sens concerné par ce pays-là, notre pays à tous, tu portes le nom ivoirien. Tu as une histoire, tu as une culture. Il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on se rassemble pour enracher
notre pays dans la main de ces prédateurs, ce n'est pas possible que notre pays soit géré de la sorte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que notre pays soit géré de la sorte. J'ai parlé des ébriers. J'ai parlé des problèmes des Hachans. Mais il paraît, et cela restera une confirmation, qu'il y a plusieurs quartiers comme ça qui vont être déguerpis. Parce que leur slogan, c'est la force appartient à la République. Ils sont les représentants de la République, de l'État. Donc, ils ont la force avec eux. Mais nous avons notre mobilisation, notre détermination avec nous. Ils sont aujourd'hui au pouvoir pour nous diriger dans notre intérêt. Et quand nos intérêts sont menacés, il faudrait que nous réagissons. Sinon, nous ne serons pas dignes d'être appelés peuple. Le Burkina a fait son balai citoyen. Lorsque Blaise Compaoré voulait modifier la constitution de leur pays afin de se représenter après 27 ans de règne, les Burkinabés se sont mis ensemble comme un balai. Voyez-vous l'image d'un balai? La brindille seule, on peut la casser aussi facilement. La brindille, on peut la casser quand elle est seule, on la prend, on peut la casser aussi facilement. Ça, c'est l'image. Mais quand les brindilles sont ensemble dans un balai, vous pouvez les tordre, jamais vous ne pouvez les casser. C'est comme ça. Si nous luttons seuls, nous pouvons être détruits. Mais si nous luttons ensemble comme un balai, personne ne pourra nous détruire. Nous serons forts et c'est nous qui allons gagner ce combat. C'est nous qui allons gagner ce combat. Et donc, mettons-nous ensemble comme un balai pour former une force indestructible, une force conquérante, afin de pouvoir nous imposer à n'importe quel dirigeant qui voudrait diriger notre pays, à n'importe quel politicien qui voudrait diriger notre pays, que ce soit ceux-là aujourd'hui, que ce soit d'autres personnes demain, il faudrait qu'ils sachent que pour diriger le peuple ivoirien, il va falloir être correct avec ce peuple-là. Il va falloir être correct avec ce peuple-là. Commune d'Adjamé était sous haute tension. Je vais vous montrer encore une image des pauvres gens. Je dis pauvres parce qu'ils sont pas, c'est pas parce qu'ils sont malheureux, mais ils sont malheureux parce qu'ils sont laissés à leur propre sort. Dans ce village-là, il ne vit pas que des ébriers. Ce village-là est tout un symbole d'Adjamé, les gars. Ce village-là, c'est tout un symbole d'Adjamé. Adjamé, c'est le club sportif Stella Club d'Adjamé. C'est ce village-là qui représente la symbolique du Stella Club d'Adjamé. On va détruire, déguerpir ce village-là. Où est-ce que ces Hachans-là iront? Hors d'Adjamé? Et l'Adjamé deviendra pour qui alors? Adjamé deviendra pour qui? Bonsoir ma grande soeur Rachel Darbon. Bonsoir, bonsoir, merci, merci, merci. Adjamé sera pour qui? Adjamé sera pour qui? Dites-nous, demandez-leur. Ahmed Bakayoko, c'est un enfant d'Adjamé, Habitat Extension. Si on détruit le village ébrié, vous ne méritez pas, restez où vous êtes. Si on a détruit le village ébrié, il faudrait que tous les autres quartiers d'Adjamé soient détruits parce qu'il n'y a plus de raison pour donner le nom Adjamé à cette commune-là. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison qu'on donne Adjamé à cette commune-là. Ce n'est pas possible. Ivoiriens, réveillons-nous. Ivoiriens, réveillons-nous. Ce nom qu'on nous a donné, Ivoiriens, ne soyons pas des gens qui ne voient rien.
Ne soyons pas des gens qui ne voient rien. Réveillons-nous. Je vais vous montrer un aperçu d'une vidéo de ce peuple debout, mais seul à son sort. Il n'est qu'à dévier. Il n'est qu'à laisser notre bon village là. Même si c'est pas bon, nous on préfère ça. Ton enfant que tu as fait, s'il n'est pas bon, c'est ton enfant. Tu vas aller jeter. Tu ne peux pas jeter ton enfant. Il nous a donné quoi? Rien. Il a pris, non, la cuine. Quand tu es présidentiel, à jamais, ils ont pris tout. Le développement là, on n'est pas contre. Nous sommes d'accord, mais de grâce. Le 4e pont là, nous voulons que le village met à Djamé là, on peut dévier le pont. Mais si, quand c'est à Djamé, nous les villages brillés là, on va partir où? Au nord, on n'a pas de village. En Bousse, on n'a pas de village. Notre village se trouve à Abidjan. S'il y a quelque chose, on s'assoit, on discute. Donc nous demandons à le président de grâce de réfléchir un peu, laisser les 7 villages brillants et les débrillés développer eux-mêmes les villages. On a pris toutes nos terres là pour donner aux étrangers. Ils ont construit. Ils sont à l'aise. Et puis les ébriers d'Adjamé là, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont coincés comme les poissons dans la porte des sardines. Pourquoi? Nous ne voulons pas aujourd'hui ni demain. Le village où tu as bu de l'eau, où tu as mangé, maintenant tu veux même pont. Pont là où est place et puis tu vas mettre. On est fatigué. Nous les ébriers, vous avez pris tout notre terrain. En fait, droger les gens comme ça. Les gens qui sont dans le village, dans le droger. Au départ, c'est notre champ. C'est notre champ. On partait au champ, là-bas. Maintenant, là, vous avez pris tout. Maintenant, les enfants, là, ils n'ont même pas une place. Il n'y avait pas les gens qui dorment dehors. Ils n'ont même pas la maison pour dormir. C'est quoi? On est fatigué. Mais, si je veux, et si là, il doit nous tuer d'un pas après ici. On ne fait pas aujourd'hui, on ne fait pas demain. Un point clair. Chacun dans ton village. C'est ainsi Dieu nous a mis. C'est ainsi Dieu nous fait pas. On ne fait pas aujourd'hui. On ne fait pas demain. C'est formidable. Il n'y a que le président, ce gouvernement-là qui, en pleine rentrée scolaire, se permet de vouloir déloger des gens. C'est criminel. C'est criminel. C'est criminel et c'est méchant. Je vais t'amener, mon frère Zouma, ne t'inquiète pas. Je vais te l'enregistrer, je vais te l'amener. C'est criminel et c'est méchant. Ils ont fait cela à Cocody Danga. En plein mois d'examen, ils ont délogé les enfants des gens. En plein mois d'examen, ils ont délogé un quartier. Ils ont délogé un quartier. Aujourd'hui, en pleine rentrée scolaire, on veut déloger des habitants. C'est formidable. Qu'est-ce qui se passe au juste dans la tête de nos dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un peu d'humanisme dans votre cœur? Il n'y a pas un peu de sensibilité dans vos cœurs? Qui est né riche dans ce pays-là? Si vous aimez, si vous voulez tant développer Abidjan, mais discutez. Discutez avec les gens, ça vous fait quoi? Ça vous enlève quoi? Je vais t'amener, Eddie Jazz, t'inquiète, je vais t'amener, je vais la convertir en PDF et en chose comme on appelle vidéo MP4 et puis je vais te l'amener, t'inquiète. Donc, j'ai voulu, ça c'était pour le côté social, le côté du village le village ébrié. Tout de suite, je vais rebondir sur l'école. Salut Christian Recul, comment tu fais? Comment tu vas? Tu t'es rétabli de ta maladie? Mon frère, si tu te portes bien, tant mieux.
En tout cas, bonne guérison à toi. Bonne guérison à toi, bonne guérison à toi. On est toujours présent pour la lutte. Aujourd'hui, et depuis hier, nos frères, nos enfants, élèves de Côte d'Ivoire sont confrontés à des... Excusez-moi si je dois faire cette transition-là. Donc, j'attaque du coup le problème de la rentrée scolaire. Depuis un certain moment, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement de la case verte, au niveau de l'école, que eux-mêmes ils ont institué, qu'eux-mêmes ils ont repris école gratuite, ont créé ce qu'on appelle l'inscription en ligne. Et ont obligé les parents d'élèves à adopter ce système-là. Cette inscription en ligne qui n'est pas pilotée par l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a donné à une société privée, notamment la société de, comment il s'appelle, Adama Bictogo, de faire les inscriptions en ligne, comme quoi c'est le seul homme d'affaires qui existe en Côte d'Ivoire. De faire des inscriptions en ligne avec le ministère de l'Éducation nationale. Et il se trouve que, après les inscriptions en ligne, normalement, qui devrait te donner la possibilité de pouvoir fréquenter une école de la place, mais en plus de l'inscription en ligne que nos parents, nos frères, nos élèves vont faire, arriver à l'école, on leur demande une autre inscription, cette fois-ci une inscription, physique. Et cette inscription-là a un coût très élevé. Depuis un moment, le syndicat des élèves, les syndicats des élèves, notamment la FESI, s'étaient offusqués et avaient protesté contre cette manière de faire. À l'époque, c'était, je ne sais pas quel ministre de l'Éducation nationale, mais je crois que c'est toujours elle. Les élèves sont manifestés, sont levés et ils ont été matés comme toujours. Dans un pays dit un pays de droit, un pays de dialogue. Puisqu'ils se disent oufouettistes. Oufoué, que nous avons connu qui était un homme de dialogue, mais tout le temps, ce pouvoir-là urge dans la force. Ce pouvoir-là plonge dans la force. Aujourd'hui, depuis hier, les enfants sont dans les rues, les enfants sont dans les rues et protestant contre la cherté des inscriptions à l'école, qui est dite école gratuite. Et bizarrement, ce pouvoir toujours qui plonge dans la force s'est permis de gazer des étudiants sur le campus sans que les associations des parents d'élèves ne lèvent le doigt, sans que les associations des parents d'élèves ne disent un mot. Sans encore démission de la société civile ivoirienne. Après avoir démissionné sur le délogement, le déquépissement des habitants de certains logements, aujourd'hui encore, ce sont les élèves et étudiants, l'avenir de notre pays, qui se fait gazer au vu et au su de tout le monde sans que ça ne meure quelqu'un. Nous, cyberactivistes, nous prenons ce problème-là au bras et nous dénonçons l'attitude de ce gouvernement, de ce régime d'un autre nom. Un régime fasciste, violent, qui n'a que la force, les poings pour se faire entendre. Pourtant, se disant oufouettiste, donc homme de dialogue. Je vais vous montrer une vidéo. C'est mon allié.
de nos enfants, de nos petits frères qui se font tabasser, gazer par la police de Draman Ouattara. Pas beau, il va beau. Oh Marco. Nous ne sommes pas en situation de guerre. Ce sont des élèves qui sont tirés là-dessus à gaz lacrymogène et à balles réelles. Voyez-vous ça? Voyez-vous? Des élèves qui se font tirer là-dessus. Aujourd'hui, la communauté internationale est où? Celle qui était première à condamner le régime de la refondation à n'importe quel moment. Celle qui était prête à élever la voix sur le régime de la refondation. Elle est où, cette communauté internationale? Elle n'existe plus. Où ces gens que ce régime-là bombarde, ne sont-ils pas des Ivoiriens? Ne sont-ils pas des hommes? Aujourd'hui, il y a un mutisme général. Il y a un mutisme général. C'est comme ça nous devrons gérer notre pays. Pour cela encore, frères ivoiriens, je vous appelle à vous lever. Je vous appelle à prendre conscience, à nous mettre ensemble, de prendre conscience, à nous mettre ensemble, RDR, PDCI, FPI, Ivoiriens, de la société civile, pour ceux qui n'ont pas de parti politique, à nous rassembler comme un balai, à sauver la mère patrie. Il faut que nous sauvons notre mère patrie. Sinon, ce sera l'échec de toute une population qui a laissé, sans rien dire, sans rien faire, sa jeunesse, ses villages se font tabasser, se font détruire. Et nous assisterons comme cela parce que Ouattara aurait pris le pouvoir par les armes. C'est la peur qui nous amène à prendre ces positions-là. C'est la peur qui nous amène à prendre ces positions-là. Il y a deux choses pour un homme. Il y a deux choses dans la vie d'un homme. La détermination ou l'abdication. Il ne s'agit pas de venir râler, gueuler, crier sur tous les toits, et aller se coucher dans sa chambre. Non, il s'agit de prendre position, s'autodéterminer. Le droit à un peuple de définir son avenir, l'autodétermination. Disons non à ce régime-là, qui bombarde les élèves et étudiants, qui détruit les habitations des gens. Dans pas longtemps, vous verrez, il y a un certain nombre d'habitations qui seront détruites. Habitat BP Mirador, ils seront détruits. Trècheville sera détruit. Et vous serez là à ne rien dire, à regarder ces autorités, à faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Il n'est pas normal. Lèvons-nous, chers Ivoiriens. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Pendant combien de temps allons-nous assister à la mort de notre pays? Notre pays est en train de mourir. Notre pays est en train de mourir. On nous fabrique des nouveaux Ivoiriens. À la faveur de la guerre, il y a tout un peuple qui est entré dans nos forêts pour annexer ces forêts-là et devenir des nouveaux habitants. Pendant que nous autres, on a la bouche fermée. C'est ici que j'interpelle le PDCI, qui est la mémoire de notre pays, qui a une grande responsabilité quant à la suite de l'histoire de notre pays, qui a une grande responsabilité, qui avait une responsabilité quand elle s'est mise avec le RDR.
Aujourd'hui, elle s'est déterminée vis-à-vis de ce parti-là. Elle a une grande responsabilité quant à l'avenir de notre pays. Bédier n'a pas détruit Washington et jeté les gens dans les pâtures. Bédier a construit Biabou et il a détruit Washington. Tous les habitants de Biabou et de Washington sont allés à Biabou. Oufoué a construit Niagon. Les habitants de Adjamé, de Koumassi sont allés à Niagon. Mais Ado a construit quoi? Rien. Il met les gens dans les cimetières, il met les gens dans la rue. Et nous sommes là à ne rien dire, assistants, sans rien dire, la mort programmée de notre nation. Est-ce cela? Est-ce à cela nous voulons vivre? C'est cela que nous voulons vivre? Nos petits frères, nos enfants se font gazer pour une cause juste. Quand une école est gratuite, elle n'est pas payante. Pour une cause juste, on bombarde nos petits frères, on bombarde nos enfants et nous sommes là à ne rien dire, à assister. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce pays-là? Quel est ce pays-là? Est-ce une malédiction de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce une malédiction de Dieu? Je ne crois pas. Oh, les gens ont voulu me couper là. C'est quoi ça? Vous êtes maudits. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Mais je suis là. Est-ce une malédiction de Dieu? Je ne crois pas. Mais également, il ne faudrait pas que nous assistons à ne rien dire en pensant que Dieu fera notre travail. Ce n'est pas dans les mosquées, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans les temples, ce n'est pas dans nos, dans nos bois sacrés que nous allons changer des trucs. C'est en sortant, en disant non. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays-là. Usons de notre droit d'autodétermination. Ce droit qui nous donne la légitimité de décider de notre futur. On ne peut pas déloger des habitants sous prétexte qu'on va construire un pont au gré de ces gens-là. Vous voulez construire une jeunesse à l'avenir des intellectuels que vous gazez, vous mettez en prison parce que vous avez, vous, des moyens. Ces gens-là, ce sont les enfants-là, ce sont les enfants des paysans. Vous leur faites payer des inscriptions en ligne avec une société qui n'a rien à voir avec l'État. Et en plus de leur inscription, ils vont à l'école, ils vont payer encore une autre inscription. Quel est cet arnaque-là? C'est du vol organisé. C'est du vol organisé. Aujourd'hui, sortons de nos partis politiques. Parlons de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'interpelle même les militants du RDR qui se sont fait abuser par ce régime. Vous avez cru effectivement de bonne foi que ce régime-là pouvait faire quelque chose pour notre pays. Mais aujourd'hui, vous constatez que vous avez été abusé. Vous avez été menti. Levez-vous, vous qui êtes ivoirien, vous que le pays, comme on dit, ivoirien, le pays nous appelle. Il ne s'agit pas d'aller prendre des fusils. Il ne s'agit pas d'aller prendre des calaches, parce que nous sommes les enfants de la démocratie. Il s'agit de nous autodéterminer en descendant massivement et de revendiquer nos droits. Nos droits sont instruits, sont écrits dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Nous avons le droit de nous autodéterminer, de dire ce qui est bon pour nous et de l'imposer aux dirigeants. Et de l'imposer aux dirigeants. Mais on préfère laisser notre jeunesse se faire gazer. Regardez notre jeunesse dans les maquis. Regardez notre jeunesse sur les trottoirs de prostitution, dans les bars, des enfants qui n'ont même pas 18 ans, dans les mœurs. Et on est content. Nous qui avons plus d'argent, quand on voit les petites filles dans les coins de machin, on leur propose 10 000, 20 000 pour sortir avec elles. Mais demain, qu'est-ce que sera notre pays si on a une jeunesse mal formée, mal éduquée, mal instruite? On aura des fonctionnaires corrompus
qui ne savent même pas, qui ne savent même pas ce que c'est que le travail. Quand quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le travail, alors, de son bureau où il est, il passe son temps à se faire corrompre. Vous allez dans une mairie, vous demandez à faire un extrait de naissance, le thème qui a 500 ou à 1000 francs, le fonctionnaire ou l'agent de la municipalité qui ne sait même pas ce que c'est qu'un service public va vous réclamer de l'argent en plus du thème que vous payez pour soi-disant faire rapidement le document que vous êtes venu faire. C'est ce genre de fonctionnaires-là que nous voulons. C'est ce genre de fonctionnaires-là que nous voulons. Non, je ne pense pas. Nous voyons ici en Occident comment les fonctionnaires se comportent. Ils sont au service du public. La fonction publique, ils sont au service du public, ils sont au service de la population. On les paye pour ça et ils doivent faire leur travail parce qu'on les paye. Et nous avons une fonction publique pourrie. Et depuis des années, on est là, on ne dit rien. On est là, on la ferme. Ah, mon frère, si tu veux avoir vu ton papier, là, il faut lui donner ses 1000 francs, on va partir. C'est quoi ça? Quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là? Ah, mon frère, toi, vous là, quand vous venez d'Europe, là, vous aimez trop ça. Ici, là, c'est comme ça se passe. C'est quoi ça? Tu vas dans un maquis, dans un bar, un enfant, une fille qui n'a même pas 18 ans, 16 ans, 17 ans, 15 ans, qui est dans un bar, en train de boire de la liqueur. C'est pas contrôlé. On s'en fout. On s'en fout des lois. On s'en fout de tout en Côte d'Ivoire. On s'en fout de tout. Pendant combien de temps allons-nous laisser notre pays être dirigé de la sorte? En plus que ce pouvoir qui est arrivé, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Le ministre de l'Intérieur qui ne sait pas voir ce qui s'affiche avec des grands brouteurs qui sont recherchés en Europe. Le ministre de l'Intérieur, lors d'un concert, qui met le chanteur Didier Arafat sur son dos, c'est mon fils, c'est mon fils. Quelle image il donne de nos cadres du pays? Quelle est l'image que ce monsieur Lamel Bakayoko donne à notre pays? Des voyous. Des voyous. Donc pour ces deux thèmes essentiels liés à la gestion du pouvoir, je vous interpelle. Je vous interpelle, amis cyberactivistes, si vous pouvez me relayer lors de vos prochains directs et d'amplifier encore ces sujets-là qui sont plus importants que les cricata, pam pam. Ces deux sujets-là sont très importants parce que après Cocody Danga, après Port-Boué, il y a d'autres quartiers qui sont sur la liste qui doivent être détruits. Qui vont être détruits. Et de l'autre côté, dans l'enseignement, ce pouvoir-là n'est pas prêt à abdiquer. Il n'est pas prêt à ouvrir les oreilles et écouter les Ivoiriens. Il veut tout imposer parce que lui-même, il est venu par la force. Donc, il impose tout par la force. PDCI, l'histoire te regarde. Toi qui as forgé cette nation avec Félix Houphouët-Boigny. Toi qui as construit cette nation. L'histoire vous regarde et l'histoire est un témoignage. Vous avez déjà trahi la mère patrie une première fois en vous alliant à ce régime barbare. Vous êtes ressortis, on vous regarde. On vous regarde et on vous suit. C'est vous, avec les autres partis tels le FPI, c'est vous qui pouvez faire sortir la Côte d'Ivoire dans le trou où il se trouve. Dans le trou où on l'a plongé. Dans le trou où un enfant de 15 ans, de 14 ans, de 12 ans peut se permettre de tuer qui il veut et se faire appeler microbe. Un pays qui est dans l'insécurité totale. Aujourd'hui, le PDCI,
C'est vos sièges qui sont en train d'être récupérés dans les villages, dans les villes. Aujourd'hui, vous êtes la cible de ce régime-là. C'est à vous de dire non. C'est à vous de dire non. Regardez le FPI et suivez-les. Ensemble, mettons-nous pour sauver la mère patrie. Ensemble, mettons-nous ensemble pour sauver la mère patrie. Les ébriers, les Hachans nous crient au secours. Les élèves et étudiants crient au secours. Nous n'avons pas le droit de les abandonner. Nous n'avons pas ce droit-là de les assister sans rien faire. Nous n'avons pas ce droit-là de les assister sans rien dire. Ivoiriens, Ivoiriennes, épris de paix et de justice, épris d'amour pour son pays, la Côte d'Ivoire, donnons-nous la main. Formons un cordon afin de préserver notre patrie. Donnons-nous la main. Formons un cordon autour de la mère patrie. Sauvons la mère patrie. La mère patrie a besoin de nous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ne laissons pas ce pays-là se détruire dans les mains de ces amateurs, de ces vauriens, de ces prédateurs, de ces assoiffés de pouvoir. Ne laissons pas ce pays-là dans la main de ces gens-là qui divisent le peuple. Ils sont venus avec une politique de division, de haine. Ils ont tant sémé la haine dans le cœur de nos frères du Nord. Ils ont tant sémé la haine contre les autres frères ivoiriens. Ça créait un véritable antagonisme entre les peuples en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, la mère patrie est en danger du fait de ces dirigeants-là. Aujourd'hui, la mère patrie est en danger par la mauvaise politique de ces dirigeants-là. Il faudrait que nous donnions la main pour former un cordon autour de notre mère patrie, de la sécuriser. Parce que Côte d'Ivoire, nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu nous as vu naître. Tu nous as donné notre chance dans l'éducation, dans l'instruction, l'éducation de nos parents, avec des valeurs culturelles. Il faudrait que nous transmettons ces valeurs-là à nos enfants. Il faudrait que nous transmettons ces instructions à nos enfants, mais dans la paix, dans la quiétude et dans la sécurité. Quand tous ces trois piliers-là sont manquants dans un pays, alors le pays-là plonge dans la détresse. Sortons notre pays dans ses problèmes. Donnons-nous la main, Ivoiriens. Donnons-nous la main, Ivoiriens. Nous n'avons pas le droit de laisser notre pays dans la main de ces prédateurs, je le répète. Nous n'avons pas le droit à cela. Si nous ne faisons rien, nous serons comptables de l'histoire de notre futur. Nous serons comptables de l'histoire de notre patrie. Et en face de nous seront assis nos enfants. À qui nous devrons rendre compte, papa, qu'as-tu fait quand ton pays était en lambeaux, était dans la difficulté? Tu étais où, papa? Tu étais où, papa? Certains mentiront. Certains seront fiers parce que, étant au premier rang de la lutte pour la libération de sa patrie, comme l'ont été les Français dans la résistance dans les maquis, comme l'ont été plein de peuples dans la résistance quand Hitler annexait la France. Ces Français ont tapé la poitrine parce qu'ils se sont battus pour libérer leur pays dans la main du prédateur, du dictateur hitlérien. Ils ont libéré leur pays. C'est un exemple. C'est l'histoire du monde qui doit être un exemple pour nous. C'est l'histoire du monde qui doit être un exemple pour nous. Si nous ne sommes pas capables d'imiter ces Français,
qui étaient dans les bois, dans les maquis, pour résister à l'oppresseur, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas dignes d'être appelés Ivoiriens. Nous ne devrions même pas être dignes d'être appelés Ivoiriens. Nous ne devrions même pas être dignes d'espérer que le pays nous donne quelque chose. Nous ne devrons pas être dignes. Je finis sur ce sujet qui me tenait tant à cœur pour rappeler encore que nos parents, nos frères, Hachans, sont dans des difficultés, sont dans la main des prédateurs qui veulent les déguerpir sur la terre que leur ancêtre leur a léguée en héritage. Les sorties de là, c'est fait disparaître à jamais de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un enfant d'Adjamé. Je suis né à Djamé. J'ai grandi à Djamé. Il me sera difficile d'accepter que ce village ébrié disparaisse de la carte. Quand ils auront fini avec le village ébrié de choses comme on appelle du plateau, mais ils iront au village Agban, encore chez les ébriés, qui est situé à la sortie de la ville d'Adjamé. Alors ils auront dégagé tous les villages ébriés d'Adjamé. C'est quoi cette histoire, cette politique? C'est quoi cette politique? Et donc, je finis sur ce sujet-là pour vous interpeller, amis cyber-activistes, amis cyber-résistants. Je vous interpelle à relayer mes propos, je vous interpelle à relayer la souffrance des ébriés, des Hachans, à relayer la souffrance de nos enfants, nos frères, étudiants, élèves et étudiants, dans leur souffrance, dans leur enfer que leur offre Ouattara, dans cet enfer instructionnel où même le ministre de l'Éducation nationale ne réussit pas à établir un vrai programme d'instruction nationale à notre pays. Donc, je finis sur ce sujet-là pour attaquer le cas de Alcide Djedje. Alcide Djedje, ayo, ayo. Alcide Djedje, ayo. Bonne arrivée, Concorde. Bonne arrivée, Concorde, bonne arrivée, Concorde, bonne arrivée, Concorde. Voilà un monsieur. Un monsieur qui s'est fait connaître à la Côte d'Ivoire en tant que ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas pu, d'après lui-même, un diplomate chevronné de la diplomatie internationale, il n'a pas pu amener la communauté internationale à adopter la position de la Côte d'Ivoire, ce qui a permis à la France de bombarder la Côte d'Ivoire en capturant le président Laurent Gbagbo qui se trouve aujourd'hui à la CPI. Donc, Alcide Djedje, pour son parcours professionnel, il a occupé les postes au ministère des Affaires étrangères de 1987 à 1994. Il a été premier secrétaire et consul à l'ambassade ivoirienne en Afrique du Sud de 1994 en 2000. Et puis après, il est retourné au ministère des Affaires étrangères où il a occupé un bon poste d'ailleurs en qualité de directeur adjoint des privilèges et immunités diplomatiques en 2002 jusqu'en 2005. En 2005, il a été conseiller spécial du président Laurent Gbagbo et en 2011 ou 10, il a été ministre des Affaires étrangères. C'est ce monsieur-là qui, sans honte but, est venu s'extasier, je ne dis même pas se produire, s'extasier à la télévision aujourd'hui, qui lui est permis de venir dire que lui, il avait une position et que Gbagbo le savait depuis avant que la crise n'arrive à son paroxysme. C'est ça, en fait, le problème de nos intellectuels. Que ce soit Mamadou Koulibaly, que ce soit Afin Guessan, que ce soit ce même monsieur Alcide Djedje,
C'est ça le problème de notre pays. Et il y a de quoi désespérer des hommes politiques ivoiriens. Ce monsieur-là, ça honte bu, se trouvait à la RTI, disant ne pas reconnaître la décision du panel qui était de reconnaître Alassane Dramane Ouattara. Lui et Afin Guessan sont retrouvés à Addis Ababa lors de la dernière réunion sur les négociations ivoiriennes. Et ceux-là ont été aperçus à la télévision. C'était le 3 avril. Je ne sais pas, le 3 avril ou le 27 mars, un truc comme ça. Qui s'offusquaient de cette décision-là et demandant de tenir bon et à tenir tête seul, d'après lui-même. Dans la diplomatie, quand un peuple se tient debout, déterminé, c'est alors que les positions changent. Ce monsieur-là, il avait une position avant que personne ne savait. Gbagbo le dit et nous dit tous les jours. Un homme, il doit avoir une parole. Quand il n'est pas d'accord, il dit non. Quand il est d'accord, il dit oui. Alcide Djedje, quand tu n'étais pas d'accord, pourquoi n'as-tu pas démissionné? Alcide Djedje, quand tu n'étais pas d'accord, pourquoi n'as-tu pas démissionné de ton poste de ministre des Affaires étrangères? Puisque toi-même tu le dis, Gbagbo connaissait ta position. Pourquoi? Pourquoi s'être accroché à ce poste pour que tant d'Ivoiriens meurent ces moments-là? Pourquoi, diantre, vous les hommes politiques, vous êtes mauvais et méchants comme ça? Vous, par vos positions de traître, puisque vous aviez votre proposition, vous n'avez pas pu développer, vous êtes resté là à inciter les jeunes gens à tenir une position dans laquelle ils se sont fait massacrer, et aujourd'hui, 7 ans plus tard, venir devant tout le monde dire que Gbagbo savait ta position. Et que ce sont les plus farouches qui ont changé la position de Gbagbo. Ce qui a fait que Gbagbo n'a pas démissionné. Ah donc, Alcide Djedje, quand tu étais allé dire à l'ambassade de France là, que Gbagbo avait fait sa lettre pour dire qu'il démissionnait là, tu mentais alors. Donc tu mentais. Et c'est ce qui a été repris par Afin Guessan. C'est ce qui a été repris par Sam l'Africain lorsqu'il disait Gbagbo avait écrit sa démission qu'il devrait lire à la télévision. Comment tu peux dire aujourd'hui, devant tout le monde, que Gbagbo a changé de position parce que les plus fervents ont demandé à ce qu'il tienne? Comment tu peux dire aujourd'hui que Gbagbo vous a consulté et il est arrivé sur toi et dit je connais ta position? Donc tu savais que Gbagbo n'avait jamais voulu démissionner alors. Il a fait, il t'a dit ses intentions de vouloir partir à Mama. C'est ce qu'il t'a dit. Mais il n'a pas écrit qu'il allait lire un discours pour démissionner. Aujourd'hui, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est ce que tu dis à Djedje. Pourtant, tes amis, bonjour Rastiraz, tes amis nous faisaient croire que toi, tu avais une lettre du président Laurent Gbagbo qui devrait lire pour annoncer sa démission. C'est pourquoi la RTI devrait faire son direct. Tout le monde attendait les directs. Et même Mangou, quand sa déposition a dit, on a dit que Gbagbo allait parler, il n'a pas parlé. Mais pourtant, tu viens de dire dans ta conférence de presse que les irréductibles ont amené Gbagbo à changer de position lorsque vous étiez dans la salle. Voilà des hommes politiques, des citoyens intellectuels qui amènent à désespérer de la politique en Côte d'Ivoire. Oui, Lynn, mon amour Lynn, ouais, mais c'est pas possible. Et quand il vient dire que Gbagbo sait que sa position est était telle, en plus, je ne sais pas si
l'homme, il réfléchit ou, excusez-moi de l'injure, mais il est idiot. Comment lui il peut dire que lui, pour aider Gbagbo, il va aller dans RHDP. En quoi tu aides Gbagbo quand tu vas dans RHDP? C'est pour grossir ton ventre ou c'est pour aider Gbagbo? C'est toi qui as parlé de diplomatie à Afin-Guessan. Votre diplomatie là est où? Votre diplomatie là est où? Donc vous n'avez pas assuré votre diplomatie. Le grand diplomate de la Côte d'Ivoire, l'expert en démocratie, en diplomatie, celui que Ouattara a coopté, mon ami, mon frère, tu es un vendu. Comme tu dis, c'est nous, on a la détection des choses comme on appelle des détections de traîtres, mais tu es vendu. Et moi, principalement, ça ne m'étonne pas, sachant bien qui tu es. Sachant bien qui tu es. Tu fais croire dans ta conférence de presse qu'à Lyon, tu étais avec Gbagbo, que vous y militiez ensemble dans le MID. Pourtant, tu étais effacé. Quelqu'un qui ne disait rien pour un ministre des Affaires étrangères qui n'a même pas l'éloquence de ses propos, qui ne sait même pas s'exprimer. Aujourd'hui, tu veux te donner une autre histoire? Alcide Djedje, petit frère de Marie-Paul Djedje, qui a été conseillère en communication de Bédier. Alcide Djedje, qui ne te connaît pas? Qui ne te connaît pas? Toi qui as grandi à Djamé, au Mirador, qui ne te connaît pas? Honte à toi. Tu veux te faire une histoire? Tu veux te donner bonne presse en optant pour le RHDP? Et le RHDP, idéologiquement, ne correspond même pas à la vision du FPI. Alassane Ouattara dit les libéraux, Gbagbo, on est socialistes. Comment un libéral, un homme et une fleur, Johnny Lafleur, comment un homme et une fleur peut chose? Mais tu es un menteur. Vous avez vendu, vous avez traité Gbagbo dans son dos. Vous l'avez traité. Heureusement que la main de la divinité était sur lui. Sinon ce monsieur-là serait mort. Voilà ce que tu disais lorsque tu étais au ministère, chez l'ambassadeur de France. Voilà ce que tu dis. La résidence de l'ambassadeur de France depuis hier à 23h, envoyée en mission par le président Laurent Gbagbo pour négocier un cessez-le-feu. Nous avons négocié toute la nuit et nous sommes parvenus à un accord ce matin à 10h30 GMT. Vous savez que les forces de défense et de sécurité, les camps des forces de défense et de sécurité ont été bombardés hier. Les armes lourdes ont été détruites et les dépôts de munitions également dans les différents camps d'Abidjan ainsi qu'à la résidence du président où les armes lourdes, les chars et les dépôts de munitions ont été détruits. Devant ces faits, les FDS, les chefs des forces de défense et de sécurité, ont décidé, étant donné qu'ils étaient impliqués d'une très grande partie de leur arsenal, ont décidé de déposer unilatéralement les armes, ne pouvant plus combattre, puisque n'ayant plus ce qu'il faut pour combattre. Je suis à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur de France depuis hier à 23h, envoyé en mission par le président Laurent Gbagbo pour négocier un cessez-le-feu. Nous avons négocié toute la nuit. Voilà un poltron pendant qu'on bombardait les Ivoiriens. Vous imaginez chez l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui joue la présidence, ce monsieur a disparu et se trouvant à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, il a dit d'hier de 23h jusqu'à matin. Donc il est resté là-bas pour se protéger. Et soi-disant envoyé en mission par le président Laurent Gbagbo pour négocier sa reddition. Et ils ont discuté avec les chefs militaires parce que toutes les armes ont été détruites. Donc ils voulaient un cessez-le-feu unilatéral. Frère,
Mangou a parlé la dernière fois là. C'est avec quel militaire il a négocié pour qu'il y ait cessé le feu? C'est avec quel militaire que toi, Alcide Didier, tu as négocié pour qu'il y ait cessé le feu? Parce que Mangou lui-même, il était caché à l'ambassade de l'Afrique du Sud. C'est avec quel militaire? On ne voyait aucun militaire. Mais toi, tu dis que tu as discuté avec les chefs militaires. Qui étaient ces chefs militaires? Qui étaient ces chefs militaires? Mangou, il a parlé à la haie. Il a dit qu'il allait se cacher à l'ambassade, chose comme on appelle, à l'ambassade de l'Afrique du Sud là-bas. Les Kassaraté et autres, ils étaient de l'autre côté là-bas. Toi, tu as discuté avec quel chef militaire? Et qui est-ce qui t'a envoyé pour une mission, soi-disant, dire la reddition du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui t'a envoyé? Tu es parti de ton chef discuter avec des gens qui eux-mêmes t'avaient envoyé en mission. Parce que ceux-là, ils ont voulu que Gbagbo démissionne. Voilà. Donc toi, tu as été traître depuis le départ. Tu as été traître. Et le traître, c'est celui toujours qui cache sa position, comme Judas, qui cachait ses intentions. Et à la fin, on découvre ses vraies intentions. Et tes vraies intentions, comme tu le dis, Gbagbo savait que toi, tu devrais rejoindre le RHDP. C'est ça un traître. Tu as ta position, tu es avec quelqu'un et tu fulmines avec cette personne-là. Tu vas à l'ambassade de France, tu vas vendre une république et c'est toi encore qui a dit à Afin Guessan que tu as discuté pour que tous les cadres du parti puissent converger vers l'ONUCI afin de se mettre en sécurité. Pour les plus naïfs, ils sont partis. C'est même ONUCI qui ont combattu auprès de la rébellion, ce sont ceux-là qui vous ont pris et qui vous ont déposé à l'hôtel Pergola, dans les mains des rebelles. C'est à partir de là-bas, lors d'une conférence de presse de Afin Guessan, quand il a dit qu'il ne reconnaissait pas le régime d'Alassane Ouattara, il a été pris et déporté à Bouna. Toi, pendant ce temps, tu étais où? Alcide Didier, tu étais où? C'est encore toi qui a discuté, qui a négocié pour la sortie d'Afi dans une compromission. Tu le sais bien. C'est pourquoi tu étais le numéro 2 de Afin Guessan. Votre chose, comme on appelle, votre projet, c'était de décapiter le FPI et pour créer un autre parti. Chose que Afin Guessan n'avait pas le courage de faire. Et toi, excédé, tu sors de là pour créer aujourd'hui Concorde. Concorde pourquoi? Pour rejoindre le RHDP. Tu fais vomir. Alcide Didier, tu fais vomir. Tu n'as rien en politique ici. Personne ne te connaît avant. Personne ne te connaît. Tu as été ministre des Affaires étrangères de Gbagbo et conseiller. C'est comme ça qu'on t'a connu. Tu sors comme si tu pouvais drainer des gens, tu pouvais drainer du monde, te donnant une bonne conscience. Un traître que tu sois, tu vas venir dire que Gbagbo t'a dit que lui, il allait à Mama. En plus, quand Gbagbo dit à Sangaré, si je tiens, s'il tient, je tiens. Toi, tu es l'une des seules personnes qui peut décrypter ce message-là. Menteur. Tu es un menteur. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Voilà, dans ce pays-là. Tu vas aller chez Ouattara et tu vas mourir de ta belle mort politique. Tu mourras de ta belle mort politique. On ne traite pas comme ça un pays. Tu as un visage sinueux, insidieux, méchant. Parce que sur ton visage se dégage même pas une expression de joie. Même quand tu souris, on ne sait pas que tu souris. Parce que tu es cynique. Parce que tu es cynique. Le monsieur là, il vous a fait confiance. Il vous a fait confiance. Je suis à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur de France depuis hier à 23h. Je fais que reprendre. Écoutez bien. Mission par le président Laurent Gbagbo pour négocier un cessez-le-feu. Depuis quand le président Laurent Gbagbo t'a envoyé à l'ambassade de France, puisque c'est de l'ambassade de France, les snipers étaient
et on le bombardait. À quel moment le président Gbagbo t'a envoyé là-bas pour un cessez-le-feu? À quel moment? Il faut le dire quand tu fais une conférence de presse. Il faut le dire. Toi, Alcide Djedje, tu étais parmi les gens, tu as disparu. Les gens ne savaient même pas où tu étais. Les gens ne savaient même pas où tu étais. Et tu oses dire que je suis à l'ambassade de France depuis hier à 23 h. On va écouter la suite. Nous avons négocié toute la nuit et nous sommes parvenus à un accord ce matin à 10h30 GMT. Vous savez que les forces de défense et de sécurité... C'était quoi l'accord que tu allais négocier? Le cessez-le-feu? C'était quoi l'accord? Donc, quand on a attrapé le président Laurent Gbagbo, tu te trouvais chez l'ambassadeur de France alors. Tu es un traître, tu es un sorcier. C'est vous là que la République, la nation va vous juger pour ce que vous avez fait. Pour ce que vous avez fait. L'autre était sur la place de la République dans un meeting demandant aux jeunes de résister par tous les moyens, de défendre la mère patrie, de se mobiliser. Après que ces jeunes-là soient, choses comme on appelle morts, d'autres en exil, tu vas venir nous dire que toi, tu es modéré. Tu peux être modéré avec le pouvoir en place parce que tu as peur, mais très virulent avec tes propres camarades de parti. Très virulent avec tes propres camarades de parti, les traitant de va-t-en-guerre, des radicaux, les traitant de radicaux, pour qu'on les mette en prison. Toi, Pinguessan, tu vas rester seul. Toi et ton ami qui a pris le courage sur lui de s'afficher publiquement et de choisir la direction du RHDP. Chose même que le PDCI n'en veut pas. Chose que le PDCI même n'en veut pas. Toi, tu vas venir nous vendre quoi comme mensonge devant les gens? Tu vas venir nous vendre quoi comme mensonge? Nous avons vécu tous en Côte d'Ivoire, nous avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous aussi, nous sommes des sachants. Tu ne nous référeras pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Assez Djedje, on t'écoute encore. Les camps des forces de défense et de sécurité ont été bombardés hier. Les armes lourdes ont été détruites et les dépôts de munitions également dans les différents camps d'Abidjan ainsi que à la résidence du président où les armes lourdes, les chars et les dépôts de munitions ont été... Pendant ce temps, tu étais où, toi? Les armes lourdes ont été détruites. La résidence du président a été détruite. Et toi, tu étais à l'ambassade de France, d'après toi-même négocié, de 23 h à 6 h du matin. Mon frère, tu buvais du champagne. Tu fêtais la défaite. Tu fêtais la future prise du président Laurent Gbagbo. C'était ça ton rôle. Le rôle du Judas. Le rôle de l'œil qui est dans la porte. Le rôle du traître. C'est ce que tu faisais. Aujourd'hui, couvert. Parce que tout le monde, quand on parlait, les gens disaient, oh, c'est pas vrai. Tu as été coopté. Tu as été coopté par Ouattara pour représenter sa diplomatie, conseiller en diplomatie. D'après toi-même, tu dis que tu es dans l'opposition et tu es conseiller en diplomatie de Ouattara. Toi qui es chargé de vendre l'image de Ouattara à l'étranger. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en prison. Pendant ce temps, les Ivoiriens meurent. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en exil. Toi, FPI, toi, proche de Laurent Gbagbo, chargé par Ouattara de vendre son image au plan diplomatique international. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas et ne nous prend pas pour des cons. On est assez intelligent pour savoir que, monsieur, tu es parti de l'autre côté il y a bien longtemps. On est très intelligent pour le savoir. On n'est pas des idiots. Alcide Djedje, Gbagbo t'a jamais envoyé. Et pendant qu'on le bombardait, lui, il aurait pu dire, oui, effectivement, je ne veux pas mourir, j'arrête. Mais pendant qu'on le bombardait, il captait sur sa position. Pendant qu'on le bombardait, monsieur était sur sa position parce qu'il avait la ferme conviction que c'était lui qui était vainqueur. La seule chose qu'il demandait, c'était le récomptage des voix. Et il a dit, si on récompte, si on voit que j'ai perdu, je vais dans mon village.
Il n'a pas allé aux États-Unis puisque le président Obama lui avait proposé un poste. Chose qu'il a refusé, il a raccroché au nez du président Obama. Toi, un fiefeux menteur, tu vas revenir nous faire notre histoire. Gbagbo n'est pas mort, il est simplement en prison. Il sortira. Tout ce que vous dites sur son dos sera su des traîtres que vous êtes. Tout ce que vous avez dit sur son dos. Oui, c'est chose comme on appelle Sangaré qui est venu, c'est Sangaré qui a changé sa position, c'est Sangaré qui a fait ça, c'est Sangaré qui a fait ça. Mais vous êtes un groupe d'ensemble. Il consulte plusieurs personnes. Chacun donne son avis. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de même avis que toi que forcément lui il est radical et que toi, tu n'es pas radical, tu es une chose comme on appelle. Non. Chacun a donné son avis, il a analysé en tant que chef d'État et il a pris sa position, il a pris ses responsabilités. Gbagbo aurait fui, il aurait été abattu. Et même quand il était au bunker, il a été bombardé au vu et au su de tout le monde. Il a été bombardé, il est sorti de là vivant. Dieu merci, gloire à Dieu. Et il a été déporté à Koroko. Chose même que je sais pas, des Desmond Tutu et comment ça s'appelle, Kofi Annan sont venus le voir pour lui demander de signer. Il a refusé. Même étant en prison, il a refusé. Toi, tu vas venir. Donc, en prison où il était là, c'est Sangaré qui allait lui dire, il ne faut pas signer. En prison où il est allé là, où les elders sont partis, lui dit de signer sa reddition, de reconnaître Alassane Ouattara. Pourquoi il n'a pas dit non? Pourquoi il n'a pas dit non et puis c'est toi qui l'allait envoyer? Il était là-bas et puis il a dit non. C'est ça un homme, comme le président Gbagbo le dit. Quand il marche, il laisse des pas. Alcide Didier, tu es un poltron, un traître. Et derrière toi vont se trouver des plaisantins, comme on appelle Wacha Kedjebo. Wacha Kedjebo, c'est qui en politique? Wacha Kedjebo, c'est qui? Il était jeunesse du PDCI. Il est passé dans la résistance. Il est revenu à créer son parti politique. Aujourd'hui, il est avec toi. Quelle crédibilité vous pouvez dégager vis-à-vis du peuple ivoirien? Quelle crédibilité? Toi, c'est Djedje. Si tu vas au RDR, nous, ça nous fait quoi? Dakouri y est déjà. Dakouri, là, il est au RDR, ça fait quoi? Vous êtes des poltrons. Et le FPI, là, n'a pas fait son combat grâce à vous, hein. Quand le FPI est arrivé là, ce n'était pas à cause de vous, hein. Alcide Didier. Toi, tu es un parvenu. Tu es un parvenu. On ne t'a jamais vu dans la lutte du FPI. On ne t'a jamais vu dans la lutte du FPI. Le FPI a combattu, s'est battu pour être ce qu'il est aujourd'hui sur la scène politique ivoirienne. Vous n'êtes que des profiteurs. Et ce sont ces profiteurs-là, aujourd'hui, qui ont mis ce parti-là dans ces problèmes-là. Sinon, les grands hommes du FPI sont restés fidèles. Et je profite pour saluer Abdourahmane Sangaré. Chaque fois que je ferai une vidéo, je lui donnerai toujours mon salut. Salut grand homme de conviction. Salut d'être resté fidèle au combat. Tu es un exemple pour nous. Tu es un exemple pour nous. Grâce à ta fidélité, on croit à la politique. Grâce à ta conviction, grâce à ta résistance, on croit au combat politique. Si on voulait regarder la CDD, mais on aurait vraiment été dégoûté de la politique. Je parle bien dans le camp du FPI. Sinon, les KKB, les machins et tout là, de quoi être dégoûté de la politique. Mais grâce à Sangaré, aux gens comme Sangaré, à Koun Laurent, Kwa Justin, Daïn Nestor, grâce à tous ceux-là qui sont restés fermes dans leurs convictions, qui sont restés debout, qui ont marché, qui ont combattu, qui n'ont pas résigné, qui n'ont pas fléchi, comme les Amani Nguessan, qui après s'être enrichi. Pendant combien d'années de ministère de l'Éducation nationale, après le ministre de la Défense, qui sont enrichis, après sont abdiqués, ils sont éloignés de la scène politique parce qu'ils ne peuvent plus lutter
pour les autres. Ils sont devenus trop riches pour pouvoir continuer le combat politique. Pour eux, ça ne vaut plus la peine. Pour nous autres, qui espérons à l'avenir, puisque nous sommes dans le combat de l'avenir, nous avons la ferme conviction. Parce que devant nous se trouvent les Sangaré qui sont un exemple pour nous de conviction. Salut à toi, grand Sangaré. Tu es un homme de conviction. Salut à toi, grand Sangaré. Oui, ils sont nombreux comme ça. Anaki Kombena. Mais quand ils sont sortis, parce qu'on lui a promis de lui restituer sa société Interafrique, puisqu'il avait une grande société des choses comme on appelle d'impôt-export, et que quand on l'a mis en prison, Oufo avait dit qu'il n'a pas payé les impôts, donc ils l'ont cassé. À sa sortie de là-bas, on lui a fait la promesse de lui restituer sa société. Quand il est sorti de prison, alors que le FPI est resté debout pour lui, jusqu'à retrouver sa liberté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du FPI, créant son parti. Ils sont légion comme ça. Heureusement qu'ils sont plus nombreux, ceux qui tiennent la route. Ils sont encore plus nombreux, fermes, qui nous montrent l'exemple, qui nous donnent l'exemple. Et ceux-là, grâce à eux, nous croyons toujours au combat politique. Je leur dis merci. Salut à toi, la grande Marie Odette Lorignon. Salut à toi, maman Odette Soyer. Salut à toi, maman Oman la Nation. Salut à vous tous, femmes de conviction, hommes de conviction. Vous qui nous montrez l'exemple de la lutte. Vous qui nous donnez l'exemple de la lutte. Vous qui nous permettez de ne pas désespérer à la lutte. Vous qui nous donnez, qui nous donnons foi à la conviction. Soyez salués. Grâce à vous, nous avons le courage de nous mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes des hommes dignes. Des hommes que la Côte d'Ivoire doit élever en héros national. Parce que vous ne prêchez pas pour vous-même. Vous parlez, vous ne regardez pas derrière pour vos familles, mais vous regardez pour l'ensemble des Ivoiriens. Salut à toi, grand Sangaré. Quant à Alci Didier, on lui dit bon vent. On t'a jamais connu comme grand militant du FPI. Ton départ ne nous fera rien du tout. Ton départ ne nous fera rien du tout. Tu es un poltron, un faux jeton. De ce fait, je répète, pour clôturer, pour finir, je répète le grand rassemblement du 1er octobre à La Haye. Lyon s'organise après un long moment de sommeil. Lyon se réveille. Par conséquent, 40 € sont prévus pour le voyage du 30 septembre au 1er octobre à La Haye. Prenez contact avec Monique Berthelot. Prenez contact avec Viviane Azo. Ce sont elles qui sont les principales organisatrices du convoi. Et moi, je ne ferai que distiller l'information. Tant que je ferai les directs jusqu'à ce que le voyage se fasse. Lyon organise, et je répète encore, Lyon organise le convoi de la dignité, le convoi de la résistance, avec l'aide de Kipré Stéphane, vice-président de l'EDS, qui nous a offert une participation pour la prise en compte de ce cas. Nous voudrions organiser 2 cas. Chers amis de Lyon, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour le voyage de la dignité. Mobilisez-vous pour le voyage de la Haye. Les voyages sont à 40 € aller-retour. Départ le 30 septembre à 22 h vers la place Tony Garnier chez Monique Berthelot. Chez Monique Berthelot, et départ à 22 h pile. Direction La Haye. Nous arrivons à La Haye à 8 h, 9 h. Nous assistons au procès, nous faisons des manifestations. Et à 16 h jusqu'à 16 h, 17 h, nous prenons le cas du retour. Nous prenons le retour. Donc, c'était l'information. Et c'était sur ces 2 sujets-là que je voulais débattre avec vous. Je vous dis merci pour m'avoir suivi et pour être resté connecté jusqu'à la fin de cette émission. Léo, salut à toi. Salut à Manu Djeg. Ils ont des noms bizarres. Salut.
Salut à Ibi Jazz. Salut à Vérité Longue Vie. Salut à Julie Dagric Ekissi. Salut à Rasti Ras. Salut à l'enfant Ziki, William Junior. Salut à Paille. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Bon, je te prends avant de finir. Voilà. Salut. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Marie Apo, je t'interviens. Ajouter, tu veux intervenir? Je t'ai ajouté. Allez, salut Marie Apo. Sans oublier surtout que pour les prisonniers politiques, il y a toujours nos frères qui sont toujours en prison et qu'il faut toujours rester mobilisés afin de demander leur libération. Au-delà de cela, il y a les prisonniers politiques militaires. Comme je dis, ce sont des gens qui ont obéi aux décisions civiles. Et si donc les civils ont recouvré la liberté, il va de soi que ces militaires ont la liberté. Mobilisons-nous, restons toujours mobilisés afin de demander, exiger la libération de nos frères incarcérés. Notre combat, notre détermination est la suite de la libération de ceux-là. Mobilisons-nous toujours afin d'exiger leur libération. Nous avons pu obtenir la libération de certains, mais ça ne suffit pas. Il faut la libération totale de tous les Ivoiriens emprisonnés. Les Ivoiriens emprisonnés de choses comme on appelle des événements du 11 avril. Le retour de tous les réfugiés ivoiriens dans leur pays. Le retour de tous les réfugiés qui sont au Ghana, au Libéria, au Togo, au Bénin, en Mauritanie, partout dans le monde. Mais quel que soit l'Ivoirien qui est réfugié, nous devrons rester mobilisés afin que tout cela revienne retrouver leur lieu d'habitation en toute sécurité. Ivoirienne, mobilisons-nous pour que nos frères reviennent avec nous afin de continuer le combat. Je vous remercie et bonsoir chez vous.